Étage 3, vous êtes arrivé. Les gens, bonjour, bonjour. Comme vous avez pu voir dans l'introduction, je vais vous parler du dispositif permettant le déplacement vertical des hommes et des objets sur plusieurs niveaux. Bon, bientôt on dira plus ça, puisqu'avec les nouveaux ascenseurs qui sortent, on pourra se déplacer horizontalement, verticalement, voire en diagonale. À savoir qu'on a un arrêté, le R115-5 du CCH, le Code de la construction de l'habitation, qui a été abrogé, qui rend l'obligation l'installation des ascenseurs dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de 2 étages et accueillant des logements au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée. Alors, à savoir que l'homme a toujours trouvé des solutions pour pouvoir soulever des charges lourdes, avec traction à bras, avec des animaux, avec des poulies, tout. Donc, il y a longtemps qu'ils connaissent ce truc d'élévateur de monte-charge. Alors, pour la toute histoire, c'est un jeune homme de la Côte d'Ivoire qui m'écrit en me disant qu'il a une petite entreprise de réparation de pneus, de vente de pneus du moins, et que à chaque arrivage, c'est un problème pour lui de faire monter les pneus sur une petite mécanique qu'il a. Il est obligé de passer par un escalier ou bien d'accrocher ça dans une poulie avec un ami, bon, un par un. Donc, de lui faire un petit montage avec un monte-charge, un truc pratique, sans de l'électronique, puisque bon... c'est un peu compliqué, mais avec des trucs simples et des matériaux faciles à trouver. Il a du 380, donc l'histoire est classée, ça a été fait. Je mettrai la vidéo ainsi que tout le schéma en fin de vidéo pour ceux qui ont le courage de regarder. Alors, je disais que l'homme a toujours trouvé des systèmes pour pouvoir soulever des charges très lourdes. Comme on avait la roue carrère, vous savez, avec la roue, avec le truc comme un hamster, où est-ce que les hommes sont dedans, ça tourne et ça faisait monter les grosses charges. Donc, on utilisait ça aussi pour les monastères, où est-ce qu'on devait faire monter les moines en hauteur, mais il y avait un truc à cordes. Et après, on a eu la machine à vapeur qui est arrivée. Donc, bien évidemment, il y a un qui a dit, si on peut soulever des matériaux, on va soulever les hommes. Donc, ils ont créé leur boîte avec leur truc, avec la corde et poulie, et ils ont commencé à soulever les hommes. Mais, c'est que la corde cassait. Alors, quand c'était du ciment, de la farine, des tuiles qui se cassaient, pas de souci. Mais là, c'est des hommes. Donc, ce truc-là n'avait pas bonne presse et pratiquement, c'est un peu pour ça que tous les immeubles un peu partout qui étaient un peu en hauteur, les étages étaient réservés aux gens pauvres. Parce que c'est eux qui ont laissé le soin de monter autant d'escaliers pour monter. Bon, il n'y avait pas de gratte-ciel comme avant, mais quand il y avait 4, 5, 6 étages, c'était les pauvres qui étaient à l'étage. Et les riches étaient les premiers, voire au rez-de-chaussée. Donc, ça tuait des gens sur des jeunes, c'est que les immeubles ne montaient pas trop haut. Et en 1853, il y a un mec qui s'est dit, c'est pas possible, parce qu'il a vu un mort encore avec ce truc-là, c'est pas possible que quand la corde se casse, que l'appareil ne s'arrête pas. Donc, c'est monsieur Otis Elisha Grave qui a créé le parachute pour ascenseur. Donc, alors, c'était pour une exposition, un truc de porcelaine, je sais pas trop quoi, de verre, il y avait du monde. Donc, avec son assistant, il a fait monter un peu et arrivé à une certaine hauteur, ce qu'il a fait, il a dit à l'assistant de couper la corde. Et quand la corde a été coupée, tape l'appareil, ça s'est bloqué. Et donc, il a commencé à vendre ça des petits pains. Et depuis, c'est pour ça que les ascenseurs, quand vous voyez, c'est marqué Otis, ça part de là. OK? Donc, je vais vous montrer le dispositif similaire à monsieur Otis que j'ai fait, parce que j'ai créé un petit ascenseur en miniature, mais avec tous les dispositifs qui vont comme un ascenseur normal. Bon, pas aussi complexe, mais dans le principe, c'est toujours monter, descendre, arrêt avec capteur, tout ce qu'on veut. OK? C'est parti! Voilà, donc là, je vais faire monter l'ascenseur. Donc, il monte. Tout à l'heure, on va voir avec le variateur de vitesse. Il s'arrête avec le capteur photoélectrique. Je vais refaire descendre. Et là, il va s'arrêter avec l'interrupteur de position qui se trouve en bas. Il s'arrête. Là, je vais le faire monter à nouveau. Et arrivé à une certaine hauteur, je vais couper le câble pour simuler une rupture du câble. Et on va voir que le système de parachute fonctionne. Voilà, donc, je vais vous montrer ça. Donc ce système-là, tant que la corde est en tension, les 2 tiges restent vers l'intérieur. Et ce qu'il avait fait tout le long de son rail, il avait fait des trous comme ça. Et au moment du rupture, les ressorts font sortir les tiges. Et au premier truc qu'ils trouvent, ils sortent et ils arrêtent l'ascenseur. Voilà. Donc maintenant que les ascenseurs sont plus sécuritaires, les gratte-ciel, bon, je ne sais pas gratte-ciel, mais les appartements en hauteur vont se développer.
Maintenant, on va attaquer le système qui va entraîner la cabine, puisque on voit bien qu'il faudra bien rouler le câble sur quelque chose et le dérouler. Si on enroule le câble de la cabine directement sur un moteur électrique, on voit bien qu'au moment où on va couper l'alimentation, le poids de la cabine va faire dérouler le moteur. Donc ça, c'est pas intéressant. Je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu peux utiliser un électrofrein pour le moteur. Donc l'électrofrein, c'est ça. Donc c'est une bobine électromagnétique avec de gros ressorts. Le frein, c'est ça. Donc lui, il va s'encrypter dans l'arbre du moteur. Donc il vient là comme ça. Et cette partie-là vient par-dessus. Donc à chaque fois que j'alimente le moteur, j'alimente l'électrofrein. À ce moment-là, la bobine rentre à l'intérieur. Elle se décolle du frein. Donc l'arbre peut tourner. Et lorsque j'arrête d'alimenter le moteur, l'électrofrein n'est plus alimenté, le ressort, et à ce moment, comme ils sont assez costauds, il appuie sur le frein vient appuyer sur ça, et ça freine la rotation du moteur. Mais bon, avec un poids d'une cabine, je pense que ça, c'est pas du tout le truc beaucoup plus intéressant. Donc, à savoir qu'en mécanique, on a plusieurs styles d'emboîtement, d'engrenage. On a les engrenages droits, on a les engrenages coniques. Par exemple, comme vous voyez sur une meule, lorsque vous tournez, lorsque le moteur tourne, il entraîne le disque. Vous avez vu que c'est comme ça, le moteur est comme ça. Donc, c'est des engrenages coniques. Mais si vous tournez le disque, le moteur tourne. Donc, ça, c'est pas intéressant. Donc, le système qu'on a trouvé qui est intéressant pour pouvoir faire ce branchement-là, c'est la vis sans fin. D'où la question que je posais depuis 2-3 jours concernant la fameuse vis d'Archimède. Bon, il y a une polémique sur la découverte de ce truc-là, mais en gros, on dit que c'est lors d'un voyage en Égypte, pour faire remonter l'eau du Nil, puisqu'il y avait un point bas où il fallait faire monter l'eau, il a mis cette fameuse vis sans fin, où est-ce qu'il ressemblait une hélice, et qui permettait de prendre l'eau en bas et de le faire monter. On avait ça sur Mana. Quand vous passez sur la route de Mana, il y avait un petit truc un peu légèrement en pointe comme ça, à 45 degrés, avec une petite cabine, je crois qu'elle était rouge et bleue, je ne me souviens plus. Et ça permettait de prendre l'eau beaucoup plus bas pour aller irriguer les rizières de Mana. Donc ça, c'était super, c'est un truc que j'aimais. Donc, maintenant qu'on voit qu'on peut entraîner, et vous avez aussi le système de vis sans fin sur le réglage des guitares. Quand vous réglez la guitare, c'est ça. Donc, je suis sorti pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ce qui veut dire que mon moteur va entraîner la partie verte, c'est-à-dire la vis sans fin, et mon câble va être enroulé à travers un arbre qui sera connecté sur la partie bleue. Alors, chose très importante à savoir sur ce couple vis sans fin roue, et c'est par rapport à cette particularité-là qu'il est utilisé dans notre système, puisque on nous dit que la vis sans fin pourra toujours entraîner la roue, alors que la roue ne pourra pratiquement pas entraîner la vis sans fin. Surtout si l'angle d'inclinaison de l'hélice de la roue est très petit, inférieur entre 6 et 10 degrés, le système est irréversible. C'est-à-dire que la roue ne pourra jamais faire tourner la vis sans fin. C'est-à-dire que lorsqu'on va arrêter notre moteur, la charge de la cabine ne pourra pas faire tourner la roue qui, elle, entraînait l'hélice et donc nous déroule notre câble. Comme on avait vu avec notre moteur à 5 gros tout simple. Alors, on nous dit que l'angle d'inclinaison de l'hélice de la roue plus l'angle d'inclinaison de l'hélice de la vis est égal à 90 degrés. C'est-à-dire bêta R plus bêta V est égal à 90. Donc, c'est un truc à savoir. Ce que je vais faire maintenant, je vais présenter les différentes pièces qui composent mon petit ascenseur et ensuite attaquer le schéma et l'explication pour faire le montage du monte-charge pour mon ami Ivoirien. Donc, je vais montrer mon dispositif, mon petit ascenseur de fabrication maison. Donc là, la pièce la plus importante, c'est le moteur. Donc là, il faudra avoir un moteur triphasé avec un bon couple. Donc là, on peut voir que j'ai le système que j'explique. La vis sans fin est ici, ok, qui tourne comme ça et qui entraîne la roue. Donc sur les ascenseurs, par contre, cette partie-là, elle est ouverte. Et le technicien a accès pour vérifier l'huile, puisqu'on met de l'huile en permanence dedans. Donc ça, il y a un truc qui est ouvert là, ils mettent de l'huile dedans. Donc ça, c'est le moteur qui va entraîner. Mais voilà, donc où est-ce que j'aurai mes câbles enroulés dessus. Donc le câble qui est accroché à mon ascenseur, plus mon descend papa, plus mon contrepoids. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai mes boutons monter, arrêt, descend. Donc après ça, on aurait pu avoir étage 1, étage 2, étage 3. Donc après, au niveau des ascenseurs, on a une carte électronique qui gère tout ça.
Et donc à ce moment, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, il sait que c'est le bouton 1, il envoie à l'étage 1, bouton 2, à l'étage 2, ainsi de suite. Là, j'ai une barre infrarouge. Donc cette barre infrarouge-là, c'est pour signaler lorsque mon ascenseur est arrivé à cette hauteur-là. Donc à ce moment-là, la cabine coupe le faisceau infrarouge et il arrête le moteur monté. Donc si je fais monter par exemple, voilà, et quand il va couper le faisceau, voilà, la cabine va s'arrêter. Et c'est pareil, lorsque je descends, allez Tozaka, lorsque je descends, j'ai ce capteur-là qui va arrêter la descente lorsque mon ascenseur est arrivé en bas. On descend, voilà, et dès qu'il va toucher le capteur, il va s'arrêter. Donc l'avantage que j'ai avec le variateur Fuji, c'est que je peux lui donner des consignes. Non, papa, ne touche pas, je peux lui donner des consignes. C'est-à-dire que, par exemple, à ce niveau-là, j'aurais pu mettre un autre contact, ici, là. Et lorsque la cabine est en train de monter, je vais vous faire un exemple. Lorsque la cabine est en train de monter, je pourrais lui dire, quand tu es arrivé là, ralentis jusqu'à arriver au capteur. À ce moment-là, ça fait comme sur les ascenseurs. Donc, je vais faire monter. Donc là, il monte. Et dès que j'arrive, je ralentis. Voilà. Jusqu'à arriver. Et c'est pareil pour la descente. Je peux lui dire de descendre. Et dès qu'il arrive en bas, je le fais ralentir. Voilà. OK. Donc là, j'ai mes contacteurs inverseurs pour les deux sens de rotation avec l'automaintien. Alors, j'ai expliqué au niveau de l'automaintien. L'avantage de l'automaintien, c'est que quand j'ai donné l'ordre de monter, je ne touche rien et il monte tout seul. Je vais accélérer un peu. Je ne touche rien et il monte tout seul. OK. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est que s'il y a une coupure d'électricité pendant qu'on travaille, quand le courant revient, la machine ne se remet pas en route. Alors que si on avait un contact, un bouton tournant et qu'il était en position on, quand le courant revient, ben la machine va tourner. Donc c'est ça un peu le souci. Donc le système automatique, c'est ce qu'on fait avec le contacteur au niveau du 13-14. Donc quand j'appuie sur le bouton monter, j'envoie le courant sur la bobine direct. Quand j'ai lâché le bouton, l'alimentation en rouge qui est là passe dans le contact et continue à alimenter ma bobine. Donc ma bobine est toujours alimentée. C'est pour ça qu'on appelle ça un automaintien. Ça, c'est un variateur Fuji. OK. Donc, c'est... Voilà. Donc, là, il n'y a que le schéma de puissance à faire avec un inverseur. Non, Tozaka, avec l'inverseur de... Tozaka, assis, papa. Assis. Bien, couche. Alors, n'importe quoi. Et voilà, donc voilà, donc le principe c'est ça. Donc après au niveau des modules voix, ben, on peut toujours avec les boutons faire un petit enregistrement, un petit montage que j'avais fait sur Electronic Pratique dans le temps, où est-ce que j'ai enregistré ma voix. Donc on met des voix préenregistrées en fonction de chaque étape, on a une voix qui sort, ainsi de suite. Voilà. Le premier truc qu'on peut voir, c'est qu'on a une alimentation BT de 3 x 400 volts. Et je peux voir que mon moteur est couplé en triangle. Donc, ce qui signifie que j'ai un moteur 690. Donc, avec ce moteur-là, je pourrais faire 2 vitesses ou faire un démarrage étoile triangle. Et comme j'ai dit, moi, depuis, j'utilise que des démarrages progressifs. Donc, ça limite au niveau du câblage. Alors, on a en premier lieu la mise à la terre. Donc, on voit que notre moteur est mis à la terre avec notre câble vert jaune. Ensuite, en tête de notre alimentation pour notre moteur, on a un disjoncteur moteur, c'est le GV2. Alors le disjoncteur moteur, il assure que la protection du moteur, il n'assure pas la protection des personnes. Pour les personnes, il faut des différentiels. Alors le disjoncteur moteur, il protège contre les surcharges et les court-circuits. C'est pour ça, dedans, on a alors le bilame qui va s'occuper de tout ce qui est surcharge, puisque c'est comme j'expliquais pourquoi je parlais de bilame l'autre jour, c'est que j'ai des bilames qui vont être traversés par le courant du moteur. Donc, ils vont générer un certain effet Joule. Donc, ils vont se plier. Si j'ai un disjoncteur moteur réglé à 9 ampères, par exemple, mon moteur c'est 9 ampères, ils vont se plier pour 9 ampères. Bien, tout va bien. Et maintenant que je consomme beaucoup plus que 9 ampères, les bilames vont se plier un peu plus. Et à ce moment-là, ça va ouvrir le circuit. C'est là qu'il fait la protection du surcharge. Mais aussi, c'est pas fini. Si j'ai une phase qui est coupée, normalement, lorsque mon moteur fonctionne, mes 3 phases, c'est le même courant qui traverse. 9 ampères, 9 ampères, 9 ampères. Si j'ai 2 phases qui sont alimentées et une qui peut alimenter, donc j'aurai 2 bilames qui seront pliés et une qui sera à droite. Pareil, ça va faire disjoncter mon disjoncteur moteur.
Alors, et aussi, j'ai une autre partie à l'intérieur du disjoncteur moteur, c'est la partie magnétique, qui, elle, va s'occuper du court-circuit. C'est pour ça que les disjoncteurs moteurs ont ce qu'on appelle un PDC, un pouvoir de coupure. Ça, c'est pour l'ICC, c'est-à-dire parce que lorsqu'on a des courts-circuits, on a des fortes élévations d'intensité de chaleur. C'est pour ça que ces disjoncteurs les GV2, ils ont un pouvoir de coupure de 100 kA. Ouais, ok? Donc là, on continue. On a deux contacteurs inverseurs. Alors, entre les deux contacteurs, j'aurai le petit dispositif que je montrais l'autre jour sur ma page, qui est le verrouillage mécanique. Ça fait en sorte que lorsque un contacteur est enclenché, l'autre ne peut pas entrer. Lorsque le second est entré, l'autre, ainsi de suite. C'est un verrouillage mécanique, puisque lorsqu'on fait ça, on a toujours des verrouillages mécaniques et des verrouillages électriques. Donc, je continue. Et après, je vais alimenter mon moteur en UVW, U1, V1, W1. Et là, on a vu que j'ai fait un couplage triangle. OK? Alors, pareil, au niveau de l'inverseur de source, vous avez vu ce qu'on a fait. On a gardé L2 en place et on a permuté L1 et L3. Parce qu'on a bien dit que pour changer le sens de rotation de moteur asynchrone, il faut permuter que deux faces. Ce que vous voulez, mais toujours deux. Donc, pour la raison pratique, on garde L2 à sa place et on permute L1 et L3. Ensuite, alors on va voir le schéma maintenant unifilaire au niveau de la puissance. Donc, on peut voir qu'on a KM1 avec ses contacts 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a le verrouillage mécanique. Donc, c'est le petit triangle qu'on voit là qui dit qu'entre les deux contacteurs, il y a un dispositif qui les empêche les deux d'entrer. On voit maintenant qu'on a L2 qui est relié en 3 et 4 et donc il va sur V1. Et on a permuté L1 et L3. OK? Et ensuite, on a le moteur en dessous. Là, on est bon. On continue. On va maintenant sur le circuit de commande. OK? Donc, on voit qu'on a un fusible F2 qui protège un transfo 464 VA 24 volts. Donc, mon circuit de commande, c'est un circuit de commande qui sera en 24 volts. On est d'accord? Là, on voit qu'on a au niveau du T1, c'est un transfo, on a une mise à la terre. C'est-à-dire que là, on a fait la mise au neutre, puisque le transfo va nous changer notre régime de neutre. Pour rétablir le régime de neutre TT que j'expliquais, on est obligé de mettre le neutre sorti du transformateur à la terre. OK? Ensuite, on a notre fusible F1 en 3 qui nous emmène le neutre pour la bobine KM1, le neutre pour la bobine KM2, le neutre pour notre voyant H1 et le neutre pour notre voyant H2. Donc là, on a fini pour le circuit neutre. Donc c'est aussi la deuxième chose que je fais lorsqu'on fait un circuit. Parce que le neutre, pareil, c'est le plus simple. Donc on fait tout le neutre avec les fils bleus ou bien avec les manches en bleu. On fait tout le neutre, on sait qu'on a fini avec ça. Et maintenant, on attaque la partie phase en 24 volts. Donc je sors au niveau de mon disjoncteur en 2. Je monte. Ensuite, je vais où en premier? On fait le filtre le plus simple. Je vais en H1. Donc je vais alimenter le voyant qui me dit que mon circuit est sous tension. Ensuite, je vais alimenter 23 et 24, 23 de KM1 et KM2. Ça, c'est pour dire lorsque mon moteur est en marche. Donc, on a bien vu qu'on n'a pas mis un sur monter et descendre. On a mis simplement quand ça marche. Donc, quand ce voyant-là, le voyant H2 est allumé, ce qui signifie que le moteur tourne. Il ne dit pas dans quel sens, mais il tourne. Donc, on aurait pu mettre deux voyants séparés, un voyant monter, un voyant descendre. Bon, ça, on s'en fout. Maintenant, on a SO, c'est notre arrêt d'urgence à clé. Donc, c'est celui qui est en haut, en rouge, là. Donc, lorsqu'on va taper dessus, il va rester enclenché. Pour l'enlever, il faut tourner la clé, tourner un quart de tour et tourner sur nous. Ensuite, on a S1. C'est notre voyant rouge, arrêt. C'est pour arrêter la rotation de notre moteur. On a S2 qui correspond au bouton monter. Et S3 au bouton descendre. Maintenant, imaginez que j'appuie sur S2. Quand j'appuie sur S2, mon courant sort en S1. Il passe en 3, il continue en 4, il passe dans 21 de KM2, notre verrouillage électrique. Ensuite, il ressort en 22 de mon KM2 et il va alimenter ma bobine A1 de KM1. Là, ma bobine est excitée. Ces contacts vont fermer. Tout ce qui est contact de KM1 vont se fermer. Donc, j'ai le premier contact KM1 qui va fermer, qui est en 13-14. Et on peut voir qu'à ce niveau-là, au niveau de 3 de S2, le courant va passer dans le 13-14 de mon KM1. C'est le contact qui est alimenté. Il va retourner et il va continuer en 21 de KM2 et il va retourner en 22 de KM2. Toujours pour alimenter ma bobine KM1. C'est-à-dire que là, j'ai ce qu'on appelle l'automaintien.
à ce moment-là, mon contacteur KM1, il reste enclenché tout seul. Je n'ai pas besoin de tourner le bouton, comme j'ai montré sur la vidéo. On voit aussi que j'ai KM1 en haut pour le voyant H2. Donc, mon voyant H2 va s'allumer en me disant que mon moteur est en train de tourner. On est d'accord? Maintenant, j'appuie sur S1. Quand j'appuie sur S1, j'ouvre le courant. Donc, ce qui fait que ma bobine KM1 n'est plus excitée. Donc, mon contact KM1 s'ouvre. Tous les contacts KM1 s'ouvrent. Et donc, mon voyant H2 s'éteint. On est d'accord? Maintenant, on va sur S3. Je fais pareil. J'appuie sur S3. Le courant passe de 3 à 4. Il va alimenter 21 de KM1, le verrouillage mécanique. Il ressort en 22 et il va alimenter ma bobine à 1. On est d'accord? Donc, mon contacteur KM2 s'enclenche. Tous les contacts KM2 vont se fermer au même moment. Donc, j'aurai le 13-14 de KM2 qui va continuer d'alimenter à travers le contact 21-22 de KM1 et toujours alimenter ma bobine KM2. Donc, mon contacteur reste alimenté. Donc là, je suis dans la partie descente. Et donc, pareil, comme j'ai KM2 qui est alimenté, le voyant H2 va s'allumer en me disant que mon moteur est en train de tourner. Et voilà le principe de fonctionnement du moteur avec 2 sens de rotation. Voilà. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Ah, j'allais oublier. Pour le Montcharge, il faudrait penser à mettre en série avec les contacts de verrouillage KM1, KM2, les fins de course haut et fin de course bas pour justement arrêter la course du chariot en haut et en bas comme avec mon faisceau infrarouge et mon contact NC. Voilà.